Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo sur la classification phylogénétique des vertébrés. Alors je suis désolé pour la piètre qualité de mon micro, je ne suis pas un youtubeur et j'ai pas vraiment le temps d'en racheter un pour faire cette vidéo. J'espère que vous comprendriez et que cette vidéo vous permettra quand même de bien traiter le dossier de phylogénétique que je vous ai donné à faire. Avant de commencer toute chose, je vais vous donner une petite définition. Qu'est-ce que la classification phylogénétique? C'est un système de triage des êtres vivants qui repose sur leurs liens de parenté, c'est-à-dire sur leurs points communs, que ce soit des caractères physiques, moléculaires, génétiques, dans le but de comprendre quelles espèces sont proches les unes des autres d'un point de vue évolutif. Je vous donne une petite information pour de la culture générale. Il y a 50 000 espèces de vertébrés sur Terre. Avant de commencer l'étude à proprement parler, nous allons faire une petite introduction sur la pensée et les sciences. Avant l'avancée de la pensée scientifique, l'homme pensait que Dieu avait créé la vie sur Terre et que cette vie n'avait jamais évolué, qu'elle était telle qu'elle depuis la création. En outre, l'homme plaçait aussi son état tout en haut de la création et se considérait comme la création finale de Dieu. À partir du XIXe siècle, les scientifiques ont commencé à penser autrement et le fer de lance de cette nouvelle pensée fut Charles Darwin qui, grâce à des milliers d'observations empiriques, c'est-à-dire sur des animaux et des végétaux vivants, des ossements, des fossiles, a pu prouver que les espèces n'étaient pas créées par Dieu, qu'elles ne sont pas identiques aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient avant, et aussi que certaines apparaissaient et que d'autres disparaissaient. À l'heure actuelle, les scientifiques ont réussi à trier les animaux, les végétaux, les bactéries, les champignons, afin de répondre à principalement trois questions. Quelle espèce actuelle est proche d'une autre? Quels sont les ancêtres des espèces actuelles? Et quelle est la place de l'homme au sein de l'évolution? Afin de faire une classification phylogénétique, nous possédons trois outils. Le premier outil est le tableau comparatif des caractères. Voici un exemple extrêmement simple qui a pour but de répertorier les attributs de plusieurs spécimens en un seul document. Après avoir réalisé ce tableau, nous pouvons réaliser une taxonomie ou une classification emboîtée. Voilà encore un exemple extrêmement simple. Cette taxonomie a pour but de classer les spécimens dans des boîtes en fonction de leurs attributs en commun. Après avoir fait ces deux premiers outils, nous pouvons en faire un troisième qui s'appelle l'arbre phylogénétique. Voici encore un exemple plutôt simple. Cet arbre a pour but de placer les espèces sur un axe en fonction du temps évolutif et de l'apparition des attributs. Quels sont les spécimens que nous allons étudier au cours de cette vidéo? J'en ai choisi 4. Le canard, le loup, le lézard et l'espèce humaine. Afin de comparer les espèces et de pouvoir les classer, il faut choisir des attributs. J'en ai choisi 5. La présence de squelettes osseux, la présence de poils et mamelles, la présence de plumes, la présence de 4 membres et la présence d'une troisième paupière. À partir de maintenant, nous pouvons donc réaliser le premier outil qui est le tableau comparatif des attributs. Je vous ai remis les 4 espèces sur lesquelles on travaille, le lézard, le canard, le loup et l'homme, afin que vous les ayez bien en tête. La première étape est de tracer le tableau, le voici, et il faut maintenant le remplir. Dans la première ligne, nous allons mettre les spécimens, qui sont au nombre de 4. Le premier spécimen sera le lézard, le deuxième, le canard, ensuite le loup, et ensuite l'homme. Dans la première colonne à gauche, nous allons mettre les attributs, qui sont au nombre de 5, je vous le rappelle. La présence de squelettes osseux, la présence de 4 membres, la présence de poils et mamelles, la présence d'une troisième paupière,
Et enfin, la présence de plumes. Nous allons remplir ce tableau colonne par colonne, animal par animal, en commençant par le lézard. Je vous laisserai quelques secondes de réflexion avant de remplir le tableau pour voir si vous avez raison avec ce que moi je vais remplir. Commençons par le lézard. Le lézard possède-t-il un squelette osseux? Oui, le lézard possède un squelette osseux. Le lézard possède-t-il 4 membres? Oui, le lézard possède 4 membres, 2 pattes avant, 2 pattes arrière. Le lézard possède-t-il des mamelles et des poils? Non, le lézard n'a pas de poils et de mamelles. Le lézard possède-t-il une troisième paupière? Oui, le lézard possède une troisième paupière qui est une paupière de protection. Le lézard possède-t-il des plumes? Non, le lézard n'a pas de plumes. Passons au canard. Le canard possède-t-il un squelette osseux? Oui, le canard possède un squelette osseux. Possède-t-il 4 membres? Attention, il y a un piège. Oui, le canard possède 4 membres, les pattes et les ailes. 2 paires de pattes, 2 paires d'ailes, 4 membres. Le canard possède-t-il des poils et des mamelles? Non, il ne possède pas de poils et mamelles. Possède-t-il une troisième paupière? Oui, il possède une troisième paupière. Et enfin, le plus facile, possède-t-il des plumes? Oui, il possède des plumes. Passons au loup. Le loup possède-t-il un squelette osseux? Oui. Possède-t-il 4 membres? Oui, 2 pattes avant, 2 pattes arrière, comme le lézard. Possède-t-il des poils et des mamelles? C'est très simple. Oui, il possède des poils et des mamelles. Possède-t-il une troisième paupière? Non. Possède-t-il des plumes? Non. Qu'en est-il de l'espèce humaine? L'homme possède-t-il un squelette osseux? Oui, vous savez tous que nous possédons des os. L'homme possède-t-il 4 membres? Oui, ça pourrait choquer certains, mais oui, nous avons bien 4 membres. 2 pattes arrière qui sont nos jambes, 2 pattes avant qui sont nos bras. Possédons-nous des poils et des mamelles? Oui, nous possédons des poils et des mamelles. Alors chez nous, on n'appelle pas ça des mamelles, on appelle ça des pectoraux ou des seins, mais ce sont des mamelles dans le terme animalier. Possédons-nous une troisième paupière? Non. Possédons-nous des plumes? Non plus. Ici, nous allons faire un récapitulatif des attributs des animaux étudiés. Pour le lézard, il possède un squelette osseux, 4 membres et une troisième paupière. Le canard, quant à lui, possède aussi un squelette osseux, 4 membres, une troisième paupière et des plumes. Le loup possède un squelette osseux, 4 membres, des poils et des mamelles. L'homme possède un squelette osseux, 4 membres, des poils et des mamelles. Grâce à l'étude précédente, nous allons pouvoir faire le deuxième outil qui s'appelle la taxonomie ou la classification emboîtée. Je vous redonne le récapitulatif des attributs de chaque espèce et c'est sur ceci que nous allons travailler. Que remarquons-nous en tout premier lieu? C'est que les 4 espèces possèdent toutes un squelette osseux. De cette observation, on peut en faire une boîte très grande. Cette boîte, on va la nommer. On va la nommer du nom de l'attribut qu'on met en évidence, donc le squelette osseux. Et nous allons placer dans cette boîte tous les animaux qui possèdent un squelette osseux. Nos 4 animaux possédant un squelette osseux, nous les déplaçons dans cette boîte. Que remarquons-nous ensuite? Nous remarquons que les 4 spécimens possèdent tous 4 membres dans leur attribut. On peut donc faire une nouvelle boîte. Cette boîte, il faut lui donner un nom. On va donc la nommer 4 membres. Et on va déplacer dans cette boîte tous les animaux qui possèdent 4 membres. On déplace donc les animaux de la boîte squelette osseux dans la boîte 4 membres. Que remarquons-nous ensuite?
Nous remarquons que le lézard et le canard possèdent tous les deux une troisième paupière. On peut donc faire une nouvelle boîte que l'on va nommer troisième paupière et l'on va pouvoir déplacer les animaux qui possèdent trois paupières dans cette boîte. Nous déplaçons le lézard et le canard dans la boîte jaune. D'un autre côté, nous remarquons que le loup et l'homme possèdent tous les deux des poils et des mamelles. On peut donc les placer les deux dans une boîte commune qu'on va appeler poils et mamelles. Et on va placer les deux animaux qui possèdent des poils et mamelles dans cette boîte. À la fin, nous remarquons que le canard a lui un caractère supplémentaire qui sont les plumes, qu'il est le seul à posséder. On va donc pouvoir faire une nouvelle boîte qui sera la plus petite et on va pouvoir la nommer plume et déplacer le canard dans cette boîte. Voilà donc le document final de la taxonomie. Vous voyez qu'il y a plusieurs boîtes, il y a des boîtes dans des boîtes et nous plaçons toujours l'animal dans sa boîte finale. Le canard possède un squelette osseux, 4 membres, 3 paupières et des plumes. Je le place donc dans la boîte plume. Comme cette boîte est imbriquée dans les autres, automatiquement on comprend qu'il possède les caractères du dessus. Le loup qui est placé dans la boîte poils et mamelles possède donc le caractère poils et mamelles. Cette boîte étant dans la boîte 4 membres, le loup possède les 4 membres. Les deux premières boîtes étant dans la boîte squelette osseux, le loup possède aussi le squelette osseux. Afin de construire l'arbre phylogénétique des espèces que nous avons étudiées, nous avons besoin de récupérer la taxonomie précédente. C'est à partir de ce document que nous allons pouvoir construire l'arbre. Comme son nom l'indique, l'arbre phylogénétique ressemble à un arbre. Il possède donc un tronc et des branches. La première étape est donc de tracer un tronc. Ici, le tronc représente le temps en millions d'années. Les scientifiques sont tous d'accord sur le fait qu'il y avait très longtemps un animal qui a donné tous les vertébrés présents sur Terre. Cet animal, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais on sait qu'il a existé. Cet animal, au cours du temps, va acquérir des caractères. Le premier caractère qu'il va acquérir est nécessairement le caractère possédé par tous les vertébrés présents sur Terre. Comme on peut le voir sur la taxonomie que nous avons faite, le caractère présent dans tous les animaux que nous avons choisis est le squelette osseux. Je vais donc placer l'attribut squelette osseux au tout début de l'évolution et je vais nommer cet attribut, squelette osseux. L'animal, ancêtre commun de tous les vertébrés, possède donc un squelette osseux. J'avance dans le temps et cet animal va acquérir un nouvel attribut. Cet attribut est aussi possédé par tous les animaux que nous avons étudiés. Je vais le placer là et il s'appelle 4 membres. Alors vous pouvez me dire, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas passé 4 membres avant le squelette? Tout simplement pour une question de logique. Si je veux avoir 4 membres articulés, il faut obligatoirement que j'ai un squelette. C'est donc le squelette qui est apparu avant et les 4 membres ensuite. L'évolution continue et nous remarquons que le lézard et le canard se retrouvent ensemble dans une boîte et que le loup et l'homme se retrouvent dans une autre boîte. Cela veut donc dire que dans mon arbre, je vais avoir une bifurcation. Je vais devoir tracer une branche. Au pied de cette branche, je vais mettre un animal qui est l'ancêtre commun de mes 4 animaux, le dernier ancêtre commun, qui a donné d'un côté le lézard et le canard, et de l'autre l'homme et le loup. Je vais donc placer sur la branche qui monte un caractère, et sur la branche qui continue, un autre caractère. De façon aléatoire et totalement arbitraire, j'ai placé sur la branche qui monte les troisièmes paupières, et sur la branche qui continue, poils et mamelles. Occupons-nous de la branche troisième paupière. Sur cette branche, je vais placer lézard et canard, puisqu'ils sont tous dans la boîte troisième paupière. Or, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le lézard et le canard ne sont pas dans la même boîte finale.
Cela veut donc dire qu'il y a eu nouveau des branches qui se sont créées, comme ceci. À chaque croisement, je dois mettre un ancêtre commun, puisque c'est cet animal qui a donné d'un côté le lézard et de l'autre le canard. Je vais placer sur une des branches l'innovation plume, et donc automatiquement, au bout de cette branche, je vais placer le canard. Sur la seconde branche, je place donc le lézard. Je vois donc bien que le canard et le lézard sont l'un à côté de l'autre et que le dernier ancêtre commun du canard et du lézard est ici et qu'il possédait une troisième paupière. Cet animal-là ne possède pas de plumes, c'est arrivé plus tard. Qu'en est-il du loup et de l'homme? Le loup et de l'homme se placent donc après Poil et Mamelle. Or, vous êtes bien placé pour savoir que le loup et l'homme ne sont pas identiques. Nous ne sommes pas des loups. Ça veut donc dire qu'il y a eu un embranchement, là encore. Des nouvelles branches sont apparues. Je trace la nouvelle branche. Au pied de cette branche, je mets mon ancêtre commun qui a donné le loup et l'homme, et je place au bout de ces branches le loup et l'homme. J'aurais pu placer l'homme à la place du loup, le loup à la place de l'homme, ça ne change rien du tout. Et voilà le tableau, pardon, l'arbre phylogénétique des espèces que nous avons choisies. En conclusion, que pouvons-nous extraire de cet arbre phylogénétique? Il y a plein d'informations que nous pouvons extraire, je vais vous en donner 3, peut-être un peu plus. La première, c'est que le canard et le lézard sont très proches d'un point de vue évolutif, ils sont tous les deux assez proches, comme on peut le voir ici. Que les vertébrés le plus proche de l'homme d'un point de vue évolutif est le loup. En effet, le loup est juste à côté de l'homme ici, alors que le lézard est très éloigné de l'homme. Donc le plus proche parent dans nos 4 animaux choisis de l'homme est le loup. Ensuite, on peut rajouter une autre information, c'est que le dernier ancêtre commun entre les 4 spécimens que nous avons choisis ici n'avait pas de poils ni de troisième paupière, pardon. Cet ancêtre-là a donné ces animaux-là et ce caractère est apparu après, et a aussi donné ces animaux-là et ce caractère est apparu après. Donc vous voyez bien qu'on voit une évolution au cours du temps. Cet animal n'avait pas de caractère, est apparu le squelette osseux, puis le 4e membre. L'évolution a continué. Ici, il y a une bifurcation. D'un côté, une 3e paupière est apparue, de l'autre, des poils et des mamelles. Au niveau des poils et des mamelles, les animaux se sont à nouveau séparés. D'un côté, le loup, de l'autre, l'homme. Au niveau de la 3e paupière, il y a une nouvelle bifurcation, puisqu'est apparu le caractère plume, qui a donné les oiseaux, et d'un autre côté, les lézards. Alors bien sûr, l'étude que nous avons faite aujourd'hui est extrêmement simple. Elle ne porte que sur 4 espèces et sur 5 attributs. Or, sur Terre, si on compte l'ensemble de tous les êtres vivants, c'est-à-dire animaux, végétaux, bactéries, champignons, cela représente 8,7 millions d'espèces. Et on ne prend pas en compte un seul attribut, ou 2, ou 3, ou 5. Non, on en prend compte des milliers, qu'ils soient anatomiques, moléculaires et à l'heure actuelle principalement génétiques. On étudie l'ADN. Alors je vais vous montrer le bilan final d'un arbre phylogénétique de toutes les espèces sur Terre. Le voici. Alors vous voyez que c'est extrêmement touffu, il y a énormément de branches et il y a énormément d'espèces. Ici les bactéries, ici les plantes, les champignons. Ici nous sommes passés sur les animaux, d'accord? Ici nous avons les amphibiens, les reptiles, les oiseaux. Vous voyez bien qu'on retrouve les lézards à côté des oiseaux et les mammifères. Un seul animal qui est ici, pardon, ici c'est pas un animal, c'est un seul être vivant, a donné tous les êtres vivants sur Terre. Alors,
Pour vous montrer que l'homme n'est pas le plus évolué sur Terre, je vais vous montrer où nous sommes. Il faut faire un petit zoom et voilà où nous sommes. Vous voyez que nous sommes une petite parcelle de cet immense arbre, embriqué dans plein de relations avec les autres, et que nous ne sommes pas l'évolution finale, nous faisons partie de l'évolution. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura aidé pour votre dossier de phylogénétique et j'espère vous revoir très vite en classe.